La première fois que j'ai su que mon épouse me trompait, j'installais des détecteurs de mouvement dans l'entrepôt d'un inconnu à 2 heures du matin. J'aurais dû être chez moi. En fait, j'aurais dû dormir comme tout homme de 42 ans avec un crédit immobilier, et une fille de 13 ans qui trouve le métier de son père ennuyeux. Au lieu de cela, je rampais dans la poussière et les toiles d'araignée dans l'entrepôt d'Henderson Industrial, tirant des câbles entre les détecteurs de proximité qui me rapporteraient 50 000 $ de plus au matin. Le capteur dans ma main n'était pas plus grand qu'une télécommande de porte de garage, mais il pouvait détecter les mouvements à 10 mètres de distance. Les changements de température, les déplacements d'air, la plus infime variation des champs magnétiques, rien ne lui échappait. J'avais passé 15 ans à perfectionner ces dispositifs, transformant une tragédie universitaire en une entreprise multimillionnaire. Mes détecteurs de proximité étaient installés dans des entrepôts de l'Ohio à l'Oregon, empêchant les chariots élévateurs d'écraser les ouvriers, prévenant les accidents qui avaient coûté la vie à mon colocataire Danny quand nous avions 19 ans et étions insouciants. Le problème avec les détecteurs de proximité, c'est qu'ils ne fonctionnent que si on les active. Mon téléphone vibra contre ma hanche. Message d'Alison, tu travailles encore tard? Plat chinois dans le frigo. Je vérifiai l'heure. 2h17 du matin. Elle était éveillée, envoyant des messages. Un mardi soir. Je fis le calcul automatiquement, une habitude après 20 ans d'ingénierie. Alison prenait habituellement son Ambien à 22h30, était inconsciente à 20h. Elle n'avait pas veillé après minuit depuis 2 ans, pas depuis la frayeur de la pneumonie d'Amber. Je terminais de connecter le dernier capteur et tester le système. Voyant vert sur toute la ligne. Mouvement détecté, alerte envoyée, problème résolu. Si seulement les mariages étaient équipés de voyants indicateurs. Le trajet du retour prit 18 minutes, comme toujours. J'avais calculé l'itinéraire optimal il y a des années, éviter les feux du centre-ville, prendre Industrial Way jusqu'à Maple, gauche sur Birch, droite vers Meadowbrook Estate. Notre lotissement ressemblait à tous les autres développements construits en 2010, maison beige aux bordures marron, boîtes aux lettres alignées comme des soldats, règlement du syndic de copropriété affiché à chaque coin de rue. Je me garai dans notre allée et remarquai la Honda Accord d'Alison stationnée de travers. D'habitude elle était précise dans son stationnement, centrée entre les lignes que j'avais peintes sur le béton. Ce soir-là la voiture était de guingois, comme si elle s'était garée à la hâte. Le moteur était encore chaud. Je restai là pendant 30 secondes, calculatrice dans la poche arrière, faisant des calculs que je ne voulais pas faire. La nourriture chinoise dans le réfrigérateur signifiait qu'elle était rentrée depuis assez longtemps pour commander à emporter. Mais le moteur était encore chaud, ce qui indiquait qu'elle avait conduit quelque part après l'arrivée du repas. À 2 heures du matin, un mardi. Les données ne mentaient pas. Elles ne mentaient jamais. À l'intérieur, la maison semblait différente. Pas exactement anormale, mais décalée. Comme si quelqu'un avait déplacé les meubles de quelques centimètres vers la gauche. Les contenants chinois reposaient sur le comptoir de la cuisine, encore tiède. Crevettes aux noix caramélisées et l'eau même mes plats préférés. Elle avait commandé pour 2 personnes mais un seul contenant avait été ouvert. Je montai l'escalier, évitant la 3e marche qui grinçait. Alison était au lit, respirant lourdement comme si elle avait couru. Ses cheveux avaient une odeur différente. Pas désagréable, juste, différente de son shampoing habituel à la vanille. Je m'allongeai à côté de mon épouse de 16 ans, et fixai le plafond, faisant mes calculs. Le moteur chaud. Le message tardif. Le stationnement de travers. La nourriture chinoise non ouverte. L'odeur différente de shampoing. Autant de points de données. Autant de variables dans une équation que j'avais été trop stupide pour remarquer. J'avais bâti ma fortune en créant des dispositifs qui détectent quand les objets se rapprochent trop. Détecteurs de mouvement, alarme de proximité, système anti-collision. Mes appareils protégeaient chaque jour des équipements valant des millions de dollars, prévenaient les accidents, sauvaient des vies. Mais je n'avais jamais pensé à en installer dans ma propre maison. Chose amusante à propos des détecteurs de proximité, ils ne fonctionnent que si l'on prête attention à ce qu'ils nous disent. Le lendemain matin, Alison prépara le café comme d'habitude. Café français, 2 sucres, crème à part. Elle portait sa robe de chambre bleue, celle que je lui avais offerte pour Noël 3 ans auparavant. Ses cheveux avaient retrouvé leur odeur de vanille humide après la douche.
Comment s'est passé le travail à l'entrepôt? Demanda-t-elle, sans lever les yeux de son téléphone. Terminé en avance. Henderson est content. C'est bien. Amber a entraînement de football après l'école. J'irai la chercher. Conversation typique d'un mardi. Même variable, même routine. Mais maintenant j'étais à l'écoute de données différentes. À quelle heure as-tu commandé la nourriture chinoise? Elle marqua une pause. Une demi-seconde, peut-être moins. Si je n'avais pas été attentif, je l'aurais complètement manqué. Vers 10 heures je crois. Pourquoi? Je me demandais juste. Ça semblait beaucoup de nourriture. J'avais faim. Elle sourit le même sourire qu'elle utilisait depuis 16 ans. Tu sais comment je suis quand tu travailles tard. Je savais exactement comment elle était quand je travaillais tard. D'habitude elle mangeait des céréales pour dîner et s'endormait devant Netflix. Elle n'avait pas commandé de nourriture chinoise un mardi soir depuis 5 ans. J'avais les relevés de carte bancaire pour le prouver. Mais j'ai acquiescé et terminé mon café, comme toujours. Car c'est ce que font les ingénieurs. Nous collectons des données avant de tirer des conclusions. Amber est descendue à 7h15, son sac à dos sur une épaule, ses cheveux blonds identiques à ceux de sa mère au même âge. Elle grandissait, tout en jambes et en coudes, ses vêtements devenant trop petits tous les 3 mois. Papa, tu peux m'emmener à l'école? La voiture de maman a une odeur étrange. Alison a levé les yeux de son téléphone. Étrange comment? Comme, je ne sais pas. Un parfum différent ou quelque chose comme ça. Une autre donnée. Je l'ai classée avec les autres. Je vais te conduire, et je dis. Je dois passer au bureau de toute façon. Le trajet jusqu'à l'école d'Amber prenait 12 minutes. Elle passa la majeure partie à se plaindre de son professeur d'algèbre Madame Peterson, qui donnait trop de devoirs et n'expliquait pas assez clairement les problèmes. Elle écrit juste des équations au tableau et s'attend à ce qu'on les comprenne, dit Amber. Genre comment on est censé savoir ce que vaut X si elle ne nous donne pas assez d'informations. C'est ça l'algèbre, lui ai-je expliqué. Parfois il faut résoudre X avec des données incomplètes. Tu utilises ce que tu sais pour découvrir ce que tu ne sais pas. Ça a l'air compliqué. Ça l'est. Mais une fois que tu comprends les principes, les mathématiques deviennent plus faciles. Je l'ai déposé sur le trottoir et l'ai regardé marcher vers le bâtiment, son sac à dos rebondissant à chaque pas. 13 ans encore assez jeune pour embrasser son père au revoir, encore assez innocente pour commenter les odeurs de parfum sans comprendre leur signification. Au bureau j'ai étalé le contrat Henderson sur mon bureau et calculé les marges bénéficiaires. 50 000 bruts, moins les matériaux, la main-d'œuvre et les frais généraux. Bénéfice net 32 000 $ pour 16 heures de travail. Pas mal pour l'installation d'appareils que la plupart des gens ne comprenaient pas. Ma secrétaire, Carole, a frappé sur le cadre de la porte. Elle travaillait avec moi depuis 8 ans, connaissait parfois mieux l'entreprise que moi. Le contrat Patterson Industries est arrivé, dit-elle. Ils veulent des capteurs de proximité pour toute leur installation de Cincinnati. 120 unités. J'ai fait le calcul. C'est un contrat de 200 000 $. Plus les contrats d'installation et de maintenance. Ça pourrait être notre plus gros client à ce jour. J'aurais dû être excité. C'était le genre de contrat qui paierait les études d'Amber, peut-être même me permettrait d'acheter la maison au bord du lac que je recherchais depuis 3 ans. Au lieu de cela, je me surpris à penser aux motor shows et aux voitures garées de biais. Organiser une réunion pour vendredi, dis-je. Je descendrai visiter les installations. Carole acquiesça et me laissa seul avec mes calculs. Je sortis mon téléphone et parcourus les relevés bancaires que j'avais téléchargés ce matin-là. Activité des cartes de crédit, transactions du compte courant, tout organisé par date et catégorie. Les mardis soirs des 6 derniers mois, aucune dépense au restaurant. Aucun achat d'essence après 20. Aucune activité inhabituelle, excepté la commande chinoise d'hier soir à 22h47. Un point de données isolé pourrait être une anomalie. Mais les ingénieurs ne croient pas aux coïncidences. Nous croyons au schéma, à la cause et l'effet, au système qui fonctionne jusqu'à ce que quelque chose les brise. J'ouvris mon ordinateur portable et créai un nouveau tableur. Colonne à date. Colonne B, heure de retour d'Alison. Colonne C, comportement inhabituel. Colonne D, preuve à l'appui.
Cela semblait incorrect de suivre mon épouse comme s'il s'agissait d'équipements dans un entrepôt. Mais les données ne mentent pas, et j'avais ignoré les signes trop longtemps. Mon téléphone vibra. Message d'Alison, j'ai oublié de mentionner club de lecture ce soir. Je rentrerai tard. Le club de lecture se réunissait les jeudis. Cela avait toujours été ainsi depuis 2 ans. J'avais son calendrier synchronisé avec le mien, je connaissais son emploi du temps parfois mieux qu'elle. Un autre point de données pour le tableur. Je passais le reste de la journée à installer des capteurs dans un entrepôt de meubles à Dayton, mais mon esprit revenait sans cesse vers des équations que je ne voulais pas résoudre. À 18 heures, j'étais assis dans mon camion devant l'école d'Amber, attendant la fin de l'entraînement de football. Elle grimpa sur le siège passager, des taches d'herbe sur les genoux, sa queue de cheval se défaisant. Comment était l'entraînement? Bien. Le coach dit que je pourrais intégrer l'équipe varsity l'année prochaine si je continue d'améliorer mon jeu de jambes. C'est super, ma puce. Ta mère t'a récupéré hier? Oui, mais elle semblait, je ne sais pas. Distraite, je suppose. Elle regardait constamment son téléphone. Elle a dit quelque chose à propos du club de lecture ce soir. Amber fronça les sourcils. Le club de lecture, c'est le jeudi, papa. On est mercredi. Même ma fille de 13 ans avait de meilleures données que moi. Nous rentrâmes dans un silence confortable, passant devant l'entrepôt Henderson, où tout avait commencé, devant le centre commercial où Alison avait l'habitude de se faire les ongles, devant l'intersection où je tournerais à gauche pour passer devant la maison de Roger Mayberry, si je voulais résoudre une équation pour laquelle je n'étais pas encore prêt. Au lieu de cela, je tournais à droite vers la maison, vers le tableur que j'avais commencé, et le mariage que j'avais mal évalué pendant 16 ans. Les capteurs de proximité dans l'entrepôt Henderson fonctionneraient parfaitement, détectant les mouvements à 10 mètres de distance, prévenant les accidents, protégeant des équipements valant des millions de dollars. Mais les choses les plus précieuses ne peuvent être protégées par des capteurs. Elles doivent être protégées par la confiance. Et la confiance, comme je l'apprenais, ne vient pas avec des voyants lumineux. Chapitre 2. Point de données. J'ai rencontré Jezebel Collins dans le cours de statistique 2001, il y a 23 ans, quand elle s'appelait encore Jessie et portait des tresses qui la faisaient paraître plus jeune que ses 18 ans. Elle était assise 2 rangs derrière moi dans le cours du professeur Martinez le mardi et jeudi, posant toujours des questions qui nous faisaient réaliser que nous ne réfléchissions pas assez. Mais comment savez-vous que les données sont fiables? Demandait-elle, levant la main pendant que nous étions encore en train de copier les formules du tableau. Et si votre échantillon était corrompu? C'est à cela que je pensais ce mercredi soir, assis à ma table de cuisine devant mon ordinateur portable ouvert, fixant le tableur que j'avais créé pour suivre les schémas comportementaux de ma femme. Taille de l'échantillon, une soirée de mardi suspecte. Fiabilité des données discutable au mieux. Alison est rentrée à 23h47, 43 minutes plus tard que d'habitude pour le club de lecture. Elle sentait le vin et quelque chose d'autre que je ne pouvais identifier. Pas du parfum cette fois, juste, différent. Comment était le club de lecture? Ai-je demandé, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Bien. Nous lisons le nouveau John Grisham. Tu sais comment Nancy est avec les thrillers juridiques. Nancy Patterson faisait partie du club de lecture d'Alison depuis 2 ans. Elle détestait les thrillers juridiques, les appelant de la fiction testostéronée pour hommes qui regardent trop New York, unité spéciale. Je le savais parce que Nancy me l'avait dit au barbecue des Henderson l'été dernier. Un autre point de données pour le tableur. Lequel? Et je demandais. Grisham sort 3 livres cette année. Alison s'est arrêtée au bas des escaliers. Le nouveau. Celui avec l'avocat. Ils ont tous des avocats, chérie. L'associé. C'est celui-là. L'associé est sorti en mi. Je m'en souvenais parce que je l'avais lu pendant notre lune de miel à Cancun. Jeudi matin, j'ai conduit Amber à l'école pour les élections du conseil des élèves. Elle se présentait comme trésorière. Elle avait hérité de mon amour des chiffres et de la capacité de sa mère à convaincre les gens que les mathématiques étaient intéressantes. Papa, je peux te poser une question? A-t-elle dit alors que nous nous garions sur le parking de l'école. Bien sûr, ma puce. Tu ne trouves pas que maman agit bizarrement ces derniers temps? Mes capteurs de proximité s'affolaient. Bizarrement comment? Genre elle vérifie tout le temps son téléphone.
Et hier elle fredonnait une chanson que je n'avais jamais entendue. Maman ne fredonne pas vraiment, tu sais? Je le savais. Alison n'était pas du genre à fredonner. Elle écoutait NPR, pas de la musique. Peut-être qu'elle est simplement heureuse pour quelque chose, dis-je, me détestant de mentir à ma fille. Au bureau, Carol organisait les dossiers pour le contrat Patterson Industries. Le projet de Cincinnati était plus important que prévu, 160 capteurs au lieu de 120. 300 000 $. Cet après-midi-là, j'ai installé des capteurs de proximité dans un entrepôt de fournitures médicales à Columbus. Un travail routinier, mais qui m'a donné le temps de réfléchir à la corrélation versus la causalité. Les soirées tardives d'Alison corrélaient avec mon emploi du temps chargé. Son comportement distrait corrélait avec l'indépendance croissante d'Amber. C'est là que l'approche ingénieure atteignait ses limites. Dans les systèmes mécaniques, cause et effet étaient simples. Mais les systèmes humains étaient plus complexes. Les gens mentaient, rationalisaient, créaient des explications élaborées pour des vérités simples qu'ils ne voulaient pas admettre. Amber était à la table de la cuisine, faisant ses devoirs quand je suis rentré. Algèbre, les mêmes problèmes que je l'aidais à résoudre depuis la 6e. Papa, tu peux m'aider avec celui-là. Je n'arrive pas à trouver la valeur de x. Je me suis assis, et j'ai regardé l'équation, 3i7 2x15. Que sais-tu sur x? Ai-je demandé. Rien. C'est ça le problème. Mais tu sais quelque chose. Tu sais que quelle que soit la valeur de x, elle doit équilibrer les deux côtés. Je l'ai guidé à travers les étapes. X égale 8. Vérifie ton travail en remplaçant la réponse. Tu vois? Les mathématiques ne mentent pas. Si x égale 8, alors les deux côtés égale 30. L'équation est équilibrée. Mais si j'ai la mauvaise réponse, alors l'équation ne serait pas équilibrée. C'est comme ça que tu sais quand tu as fait une erreur. J'aurais aimé que mes propres équations soient aussi simples. Alison est rentrée à 18h30, portant des sacs de course. Elle s'était arrêtée chez Target 15 minutes dans la direction opposée au supermarché. Elle avait acheté du vernis à ongles. Rouge vif, une couleur qu'elle n'avait jamais portée en 16 ans de mariage. Une donnée de plus pour le tableur. Après qu'Amber soit montée, je me suis assis sur le canapé pendant qu'Alison nettoyait la cuisine. Elle bougeait différemment ces derniers temps, avec plus d'énergie. Comme si elle avait quelque part où être qui n'était pas ici. Mon téléphone a vibré, c'est Jezebel Collins. J'ai eu votre message. Appelle-moi quand tu pourras parler. Je l'avais retrouvée sur les réseaux sociaux. Elle gérait maintenant 3 sites web, marketing numérique et conseil en entreprise. Son profil montrait des cheveux grisonnants et des yeux confiants, posant toujours les questions difficiles. Je vais prendre ça dehors, dis-je à Alison. Je sortis sur notre terrasse et composai le numéro. Elle répondit à la 2e sonnerie. Brian Banks. Bon sang, ça fait une éternité. Sa voix était exactement la même, légèrement rauque, totalement directe. Salut Jessie. Merci de me rappeler. C'est Jezebel maintenant. J'ai changé après l'université. Comme la femme biblique qui séduisait les rois et qu'on jetait par les fenêtres. Ça semblait approprié pour le marketing. Je ris malgré tout. Comment vont les affaires? Bien. 3 sites web, 47 clients. Et toi? Les capteurs de proximité. J'ai fait fortune en prévenant les accidents industriels. Toujours à tout calculer jusqu'à l'épuisement? Certaines choses ne se calculent pas aussi facilement que je le pensais. Elle resta silencieuse, réfléchissant. Je pouvais la visualiser comme en statistique 2001, tête penchée, percevant des schémas que les autres ne voyaient pas. Ce n'est pas un appel de courtoisie, n'est-ce pas? Dit-elle finalement. Non, en effet. Alors je lui ai tout raconté. L'entrepôt, le moteur chaud, la cuisine chinoise, le mensonge du club de lecture, les observations d'Amber. J'ai exposé les données comme des preuves. Jezebel écoutait sans interrompre, quelque chose que j'avais oublié à son sujet. La plupart des gens tiraient des conclusions prématurées. Elle absorbait l'information et attendait. Depuis combien de temps as-tu des soupçons? Demanda-t-elle. Consciemment? 3 jours. Inconsciemment? Peut-être des mois. Et tu m'as appelé parce que...
Parce que tu as toujours été meilleur pour analyser les données. Et parce que j'ai besoin de quelqu'un qui n'essaiera pas de me convaincre que j'ai tort juste pour me réconforter. Et si tu avais tort, alors l'équation ne s'équilibrera pas quand j'y intégrerai les variables. Elle resta silencieuse à nouveau. En arrière-plan, j'entendais du jazz, quelque chose qui me rappelait les cafés universitaires. Brian, dit-elle finalement, que veux-tu que je te dise? Je veux que tu me dises que je suis paranoïaque. Je veux que tu expliques tous les points de données. Je veux que tu m'aides à résoudre GIS sans reconnaître ce que X représente réellement. Mais ce n'est pas ce dont tu as besoin. Non, en effet. Ce dont tu as besoin, c'est de décider ce que tu vas faire avec les informations que tu as déjà. Je regardais à travers la porte coulissante ma femme qui chargeait le lave-vaisselle, et réalisais que Jézébel avait raison. J'avais collecté des données non pas pour prouver qu'Alison me trompait, mais pour prouver qu'elle ne me trompait pas. J'ai besoin d'en être sûr, dis-je. Alors tu sais ce que tu dois faire. Brian. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas ce que tu espérais en te mariant. Non, en effet. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Certaines équations sont trop complexes pour les résoudre seul. À l'intérieur, Amber montrait à sa mère le même problème de mathématiques que je l'avais aidé à résoudre. Tu vois, maman? X doit être égal à 8, car c'est le seul nombre qui équilibre les deux côtés. C'est très intelligent, ma chérie, dit Allison, mais son regard était rivé sur son téléphone. Je songeais au capteur de proximité, et à la distance entre le soupçon et la certitude, entre la vie que je croyais avoir, et l'équation que j'étais enfin prêt à résoudre. X égalait quelque chose que je n'étais pas préparé à calculer. Mais comme disait Amber, c'était le seul nombre qui permettrait d'équilibrer les deux côtés. Les mathématiques ne mentent pas. Chapitre 3. Défaillance du système. Vendredi matin, j'ai dit à Allison que je devais partir tôt pour Cincinnati. La réunion de Patterson Industries n'était que lundi, mais j'avais besoin du week-end pour installer du matériel de surveillance supplémentaire dans ma propre maison. Plus de capteurs de proximité cette fois, quelque chose de plus sophistiqué. Conduis prudemment, dit-elle, m'embrassant sur la joue, tout en consultant son téléphone. Amber a entraînement de football à 4 heures. J'irai la chercher. Une routine de vendredi ordinaire, excepté qu'elle était déjà habillée et douchée à 7 heures du matin, maquillée pour emmener notre fille à l'école. En 16 ans de mariage, Allison n'avait jamais porté de rouge à lèvres pour conduire le covoiturage. J'ai attendu dans mon pick-up au bout de la rue Birch jusqu'à ce que je voie sa Honda s'éloigner de la maison. Puis je suis revenu, me suis garé dans le garage, et j'ai passé 3 heures à installer le type de système de surveillance que je réservais habituellement aux clients industriels soupçonnant des vols d'employés. Des micro-caméras dans le détecteur de fumée de la chambre. Un capteur audio dans la lampe du salon. Des détecteurs de mouvement qui enverraient des alertes à mon téléphone chaque fois que quelqu'un entrerait dans la maison. Un traceur GPS sur sa voiture, le même modèle que j'utilisais pour surveiller les camions de livraison pour les sociétés de transport. Quand je terminais, notre maison était plus sécurisée que la plupart des bâtiments gouvernementaux. Chaque entrée surveillée, chaque pièce couverte, chaque mouvement suivi et enregistré. Si Allison ramenait quelqu'un à la maison, je le saurais avant même qu'il n'atteigne la porte d'entrée. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais passé 20 ans à fabriquer des détecteurs de proximité qui avertissaient les gens quand ils s'approchaient trop près de machines dangereuses. Maintenant, j'utilisais la même technologie pour surveiller ma femme qui se rapprochait trop d'un autre homme. J'ai conduit jusqu'à Cincinnati cet après-midi-là, me suis installé au Hampton Inn, et j'ai passé le samedi à examiner les plans du site de Patterson Industries. 300 000 $ de capteurs pour prévenir les accidents dans un entrepôt textile. Un travail honnête qui protégerait les ouvriers tout en rapportant de l'argent à mon entreprise. Mais je n'arrivais pas à me concentrer sur les calculs de charges et les calendriers d'installation. Toutes les quelques minutes, je vérifiais mon téléphone pour les alertes du système de surveillance domestique. Rien encore. Allison suivait sa routine habituelle du samedi: course, commission, entraînement de soccer. Dimanche matin, mon téléphone a vibré avec la première véritable alerte. Mouvement détecté dans la chambre principale à 11h47. J'ai ouvert le flux vidéo sur mon ordinateur portable, le cœur battant contre mes côtes comme un détecteur de proximité devenu fou. Allison changeait de vêtements. Elle ne faisait que changer de tenue, seule dans notre chambre, essayant différentes tenues comme si elle se préparait pour quelque chose d'important.
Elle a opté pour une robe bleue que je n'avais jamais vue, s'est examinée dans le miroir sous 3 angles différents, puis s'est vaporisée d'un parfum que je ne reconnaissais pas. À 12h15, elle a quitté la maison. Le traceur GPS indiquait qu'elle se dirigeait vers le centre-ville, puis s'est arrêtée à une adresse que je ne connaissais pas. J'ai consulté Google Maps et recoupé l'emplacement Marriott Hotel sur High Street. Elle y est restée 2h37. À son retour, j'étais déjà revenu de Cincinnati, assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, feignant de travailler sur le contrat Patterson tout en surveillant les flux de données de mon propre réseau de surveillance. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé, sans lever les yeux de l'écran. « Bien. Tranquille. J'ai fait quelques achats, déjeuné avec Nancy. » Nancy Patterson vivait à Dublin, à 24 km du Marriott Hotel. J'avais vérifié. Quelque part de bien, ce nouveau restaurant italien du centre-ville. Elle devenait plus habile dans l'art du mensonge, plus précise avec des détails difficilement vérifiables. Mais elle devenait aussi imprudente avec la vérité. Le relevé de carte de crédit montrerait exactement où elle était allée et ce qu'elle avait acheté. Les chiffres ne mentaient pas, même quand les gens le faisaient. Lundi matin, je suis retourné à Cincinnati pour la réunion Patterson. Les installations étaient impressionnantes. 1880 mètres carrés d'espace de fabrication, des systèmes automatisés qui déplaçaient tissus et machines avec la précision d'une horloge suisse. J'ai passé 4 heures avec leur directeur de la sécurité, examinant les points d'installation, calculant les zones de couverture, discutant des programmes d'entretien. Vos capteurs de proximité ont sauvé 3 vies dans notre usine de Memphis l'année dernière, m'a dit le directeur. Le cariste aurait été écrasé si le système anti-collision ne s'était pas déclenché. C'est exactement leur fonction, et j'ai répondu. Détecter les proximités dangereuses avant que les accidents ne surviennent. Des systèmes d'alerte précoce. Si seulement ils en faisaient pour tout. J'aurais souhaité la même chose. De retour à l'hôtel ce soir-là, j'ai examiné les flux vidéo de la maison. Amber faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Alison préparait le dîner, répondant 2 fois à son téléphone des conversations qu'elle écourtait dès qu'Amber entrait dans la pièce. Des activités familiales ordinaires, si l'on ne savait pas quoi chercher. À 20h43, Alison a reçu un message. Je l'ai regardé le lire, sourire, et taper une réponse. Puis elle a dit à Amber qu'elle devait aller acheter du lait. Le traceur GPS l'a montré se rendant au même hôtel Marriott. Elle y est restée 93 minutes cette fois. À son retour, je l'ai appelée depuis Cincinnati. Salut, je voulais juste dire bonne nuit à Amber, et je dis. Elle dort déjà. Longue journée d'école. Tu as fait tes courses? Quelles courses? Tu avais mentionné devoir aller au magasin. Une pause. Une demi-seconde, peut-être moins. Ah oui, j'avais oublié le lait ce matin. J'en ai pris chez Kroger. J'avais les reçus de tous ses achats des 6 derniers mois. Elle n'avait pas acheté de lait chez Kroger depuis 3 semaines. Mardi matin, j'ai quitté Cincinnati au lieu de rester pour la réunion de suivi que j'avais programmée. Le contrat Patterson valait 300 000 $, mais certaines choses valaient plus que l'argent. Je me suis garé près de l'école d'Amber et j'ai attendu. À 11h30, pendant sa pause déjeuner, j'ai vu ma fille assise seule à une table de pique-nique, écrivant dans un carnet. Pas des devoirs, autre chose. Quelque chose qui la faisait paraître plus âgée que ses 13 ans, plus sérieuse qu'une enfant ne devrait l'être. Je me suis approché, et me suis assis en face d'elle. « Papa? Que fais-tu ici? » J'ai terminé ma réunion plus tôt. Je me suis dit qu'on pourrait déjeuner ensemble. Elle a regardé autour d'elle nerveusement. Je ne suis pas censé quitter l'école pendant le déjeuner. Juste pour 1 heure. J'appellerai le bureau. Nous sommes allés au McDonald's près de l'école, le même endroit où je l'emmenais pour des Happy Meals quand elle était petite, à l'époque où ses plus grands problèmes étaient de choisir entre des nuggets de poulet et un hamburger. Amber. Et j'ai dit après avoir commandé, je peux te poser une question? Bien sûr. Ce carnet dans lequel tu écrivais. De quoi s'agit-il? Elle a baissé les yeux vers ses frites, soudainement intéressée par les cristaux de sel. Rien. Juste, des observations. Quel genre d'observations? Papa, tu penses que maman agit différemment?
Cette question me frappa comme une alarme de proximité résonnant dans ma poitrine. Que veux-tu dire? Elle est, je ne sais pas. Distraite. Heureuse d'une façon étrange. Comme si elle gardait un secret. Quel genre de secret? Amber ouvrit son carnet, et me montra des pages d'une écriture soignée. Date, heure, observation. Elle avait suivi les comportements de sa mère comme je suivais les défaillances d'équipement. 15 septembre, maman s'est apprêtée pour aller faire les courses. 18 septembre, appel téléphonique qu'elle a pris dans le garage. 22 septembre, nouveau parfum. 1er octobre, rentrée tard du club de lecture mais ne portait pas l'odeur de la maison de Nancy. Ma fille avait collecté des données, menant sa propre enquête, résolvant des équations dont j'avais tenté de la protéger. 3 octobre, poursuivit-elle. Maman m'a dit qu'elle allait chez Target, mais je l'ai vue mettre ses belles boucles d'oreilles. Celles que tu lui as offertes pour votre anniversaire. Je fermai doucement le carnet. Amber, pourquoi notes-tu tout cela? Parce que quelque chose ne va pas, et je n'arrive pas à comprendre quoi. Mais je sais qu'en rassemblant assez d'informations le schéma deviendra clair. C'est ce que tu m'as appris en mathématiques, non? Utiliser ce qu'on sait pour comprendre ce qu'on ignore. Elle utilisait ma propre méthodologie contre moi, appliquant les principes d'ingénierie pour décoder le comportement de sa mère. Ma fille de 13 ans était devenue analyste de données parce que ses parents ne pouvaient pas être honnêtes avec elle sur l'équation qui déchirait notre famille. Papa? Est-ce que toi et maman allaient divorcer? La question sortit platement, comme un constat, comme si elle demandait la météo ou des devoirs. Sans émotion, juste un besoin d'information factuelle. Je ne sais pas, ma puce. Mais tu suspectes quelque chose ne va pas. Sinon tu ne me poserais pas de questions sur mon carnet. Elle avait raison. Elle avait absolument raison, et je détestais qu'elle doive avoir raison sur quelque chose comme ça. Oui. Je suspecte quelque chose. Tu veux voir le reste de mes données? Je regardais ma fille, brillante, analytique, comprenant déjà que les personnes en qui l'on a le plus confiance sont souvent celles qui nous blessent le plus, et réalisais que certains capteurs de proximité s'activent trop tard. Lorsqu'on détecte le mouvement dangereux, la collision est déjà inévitable. Oui, dis-je. Montre-moi ce que tu as. Amber ouvrit son carnet à une nouvelle page, couverte de dates et de détails que je n'avais pas remarqués, des schémas que j'avais manqués, des preuves collectées par quelqu'un qui vivait dans la même maison mais voyait différents angles de la même tromperie. Ma fille avait résolu la même équation sur laquelle je travaillais. La seule différence était qu'elle avait commencé à collecter des données plus tôt, avant même que je ne réalise qu'il y avait un problème à résoudre. Et ces chiffres comme les miens, menaient à la même conclusion inévitable. X égalait la trahison. Les mathématiques devenaient irréfutables. Jezebel avait conduit 6 heures depuis Cleveland, arrivant à mon bureau à 14 heures un jeudi, avec un sac d'ordinateur portable et cette intensité focalisée dont je me souvenais du cours de statistique de 23 ans l'avait changé des mèches argentées dans ses cheveux sombres, des rides autour des yeux suggérant qu'elle avait appris à rire de ce qui autrefois l'inquiétait, mais quand elle entra dans ma salle de conférence, je me sentis à nouveau avoir 20 ans, la regardant disséquer des théories de probabilité qui nous faisaient tous nous sentir stupides. Montre-moi ce que tu as, dit-elle, installant son ordinateur portable à côté du mien sans perdre de temps en bavardage. J'étalai le carnet d'Amber à côté de mes données de surveillance. 2 approches différentes du même problème. Les observations manuscrites de ma fille et mon système de surveillance électronique, tous deux traçant la duplicité d'une même femme avec une précision mathématique. Ta fille a de meilleurs instincts que la plupart des détectives privés, dit Jezebel, parcourant les notes d'Amber. Regarde ça, elle a documenté 3 appels téléphoniques que ta femme a passés dans le garage. C'est un comportement de sécurité opérationnelle. Quelqu'un lui a enseigné des protocoles de confidentialité. J'ouvris les données de géolocalisation sur mon ordinateur portable. Hôtel Marriott sur High Street. 7 visites ces 2 dernières semaines. Durée moyenne 2 heures et 15 minutes. Numéro de chambre? Pas encore confirmé. Jezebel ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. Donne-moi 5 minutes. J'ai des contacts dans les logiciels de gestion hôtelière. Pendant qu'elle travaillait, j'examinai les données du capteur de proximité de notre chambre. Alison y était restée 47 minutes hier après-midi, essayant des vêtements,
répétant des conversations devant le miroir, se préparant pour des représentations auxquelles je n'étais pas convié. Je l'ai, dit Jézébel. Chambre 3. Enregistré au nom de Roger Mayberry. Contractuel gouvernemental, vit à Westerville. Marié, 2 enfants, habilitation de sécurité pour les travaux de défense. Le nom me frappa comme une alarme de collision. Roger Mayberry, nous l'avions rencontré lors d'un barbecue de quartier il y a 3 étés. Poignée de main ferme, sourire trop éclatant, portant encore sa chevalière de lycée à 45 ans. Il avait parlé de ses années de gloire au football, de la bourse d'études qu'il avait failli obtenir, de la blessure qui avait tout changé. Je le connais, dis-je. Cela rend les choses à la fois plus simples et plus complexes. Jézébel afficha les profils de médias sociaux de Roger. Des photos de lui au match de football d'Amber, aux fêtes de quartier, aux mêmes événements communautaires où Alison et moi jouions au couple heureux depuis 16 ans. Il avait été suffisamment proche pour étudier notre mariage, identifier ses faiblesses, calculer son approche. Il planifiait tout cela, dis-je en étudiant la chronologie. Regardez, le premier contact a eu lieu au barbecue des Henderson en juillet. Il a commencé à suivre Alison sur Instagram 2 jours plus tard. Première rencontre à l'hôtel 3 semaines après. Méthodique. Comme un ingénieur. L'ironie était parfaite. L'homme qui me dérobait mon épouse utilisait la même approche systématique que j'employais pour installer des capteurs de proximité. Identifier la cible, étudier les habitudes, exploiter les vulnérabilités. Quel est son niveau d'habilitation de sécurité? Demandai-je. Secret défense. Il travaille sur l'infrastructure des télécommunications pour les bases militaires. Casier vierge, pas d'antécédents criminels, pas de problèmes financiers. Jézébel fit une pause, ses doigts suspendus au-dessus de son clavier. Mais les habilitations de sécurité nécessitent des réévaluations périodiques. Et ils prennent très au sérieux les situations d'adultère qui pourraient donner lieu à du chantage. Je compris immédiatement. La liaison de Roger avec Alison n'était pas qu'une trahison, c'était un risque pour la sécurité qui pourrait lui coûter son habilitation, son emploi, toute son identité professionnelle. Comment documenter tout cela? De la même manière que vous testeriez un capteur de proximité. Créer les bonnes conditions, déclencher le système, enregistrer les résultats. Elle sortit un petit appareil ressemblant à un chargeur de téléphone. Traceur GPS, le même modèle que celui utilisé par le FBI pour la surveillance. Autonomie, 6 mois. Fixation magnétique pour véhicule. Données de localisation en temps réel transmises à votre téléphone. J'ai déjà un GPS sur la voiture d'Alison. Celui-ci est pour Roger. Nous suivons les 2 véhicules, établissons une corrélation des déplacements, construisons une chronologie qui montre leur coordination. Je pris l'appareil soupesant son poids. Il ne s'agit plus simplement de collecter des preuves, n'est-ce pas? Non. Il s'agit de constituer un dossier. Nous passâmes l'heure suivante à planifier ce que Jézébel appelait la boucle de rétroaction, une approche systématique pour documenter l'infidélité de Roger tout en créant un levier pour la bataille de la garde et la procédure de divorce. Pas exactement une vengeance, mais quelque chose de plus précis. Une dissolution stratégique avec une protection maximale pour Amber et une perte minimale des actifs. L'objectif n'est pas de le détruire, expliqua Jézébel. C'est pour rendre la poursuite de la liaison plus coûteuse que d'y mettre fin. Une simple analyse coût-avantage. À 16 heures, nous nous sommes rendus au lieu de travail de Roger, une entreprise sous-traitante gouvernementale située dans un immeuble de bureau quelconque près de l'aéroport. Son pick-up était sur le parking, au même endroit que celui indiqué par les données GPS depuis 3 mois. Jézébel a fixé le traceur sous son pare-choc arrière pendant que je montais la garde. 30 secondes, pas plus. Maintenant nous attendons que les données confirment ce que nous savons déjà, dit-elle. Ce soir-là, Alison m'a dit qu'elle allait chez Target pour acheter des fournitures scolaires. Le GPS a montré qu'elle se rendait directement à l'hôtel Marriott. Le pick-up de Roger est arrivé 14 minutes plus tard, garé à 3 places de sa Honda. J'étais assis dans mon salon, regardant ma fille faire ses devoirs tout en surveillant les données en temps réel qui confirmaient que mon épouse se trouvait dans une chambre d'hôtel avec un autre homme. Les capteurs de proximité que j'avais installés dans notre maison détectaient les activités familiales normales, Amber allant de la cuisine au salon,
moi marchant du canapé à la fenêtre, tandis que les véritables mouvements compromettants se déroulaient à 8 kilomètres de là. Papa, tu peux m'aider avec ce problème de maths? Demanda Amber. J'ai regardé sa feuille d'algèbre. Le même type d'équation que je résolvais toute la semaine, juste avec des variables différentes. Que sais-tu sur X? Ai-je demandé. Je sais que ça doit rendre les deux côtés égaux. Mais il y a trop de variables. Comment je sais lesquelles sont importantes? Tu élimines celles qui n'affectent pas le résultat. Concentre-toi sur les données qui changent réellement l'équation. Elle a travaillé sur le problème rayant les informations non pertinentes, isolant les variables essentielles. X égale 12. L'équation s'équilibrait parfaitement. Tu vois, les mathématiques ne mentent pas, même quand le problème semble compliqué. À 21h47, les deux traceurs GPS ont montré du mouvement. Alison et Roger quittaient l'hôtel séparément, suivant des itinéraires différents pour rentrer chez eux, afin de maintenir l'illusion de la coïncidence. Alison est passée notre porte d'entrée à 22h15, portant un sac Target avec des fournitures scolaires qu'elle aurait pu acheter en ligne pour moitié prix. Comment c'était chez Target? Ai-je demandé. Bondé. J'ai mis une éternité à trouver tout ce qu'il y avait sur la liste d'Amber. Elle avait passé 2h33 à l'hôtel Marriott. Les caméras de sécurité de Target, si quelqu'un prenait la peine de vérifier, ne montreraient aucune trace de sa présence. Le lendemain matin, j'ai appelé Patterson Industries et programmé l'inspection finale pour l'installation de leur capteur de proximité. 300 000 $ d'équipement pour prévenir les accidents industriels, protéger les ouvriers des machines dangereuses, maintenir des normes de sécurité qui préservaient des vies. Hélas, certaines collisions ne peuvent être évitées par les systèmes d'alerte précoce. Certaines alertes de proximité ne se déclenchent qu'une fois le mal accompli. Roger Mayberry pensait me dérober mon épouse. Ce qu'il n'avait pas saisi, c'est qu'il avait déjà déclenché toutes les alarmes que j'avais installées pour protéger ce qui m'était le plus précieux. Et contrairement aux capteurs industriels que je construisais pour les entrepôts des autres, ces détecteurs de proximité étaient conçus pour faire plus que simplement avertir d'un mouvement dangereux. Ils étaient conçus pour l'arrêter. La demande d'enquête d'habilitation de sécurité est passée par les voies officielles lundi matin. Je ne l'ai pas déposée moi-même. Cela aurait été trop évident. À la place, j'ai téléphoné à Derek Martinez, un ancien collègue qui avait été muté au siège du service de sécurité de la défense à Columbus. Brian Banks. Nom de Dieu, ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé, dit Derek en décrochant. Tu continues à prévenir les accidents industriels avec tes capteurs de proximité? Les affaires marchent bien. Écoute, j'ai besoin d'un service. Je ne te demande pas d'enfreindre le protocole, je m'interroge juste sur les procédures standards pour les examens d'habilitation de sécurité. Quel genre de procédure? Hypothétiquement, si quelqu'un disposant d'une habilitation secrète du département de la Défense adoptait un comportement créant des vulnérabilités au chantage, comment cela serait-il signalé pour enquête? Derek garda le silence un moment. Nous avions travaillé ensemble sur un contrat de base militaire en 2018. Il comprenait que je ne posais pas de questions hypothétiques sur des situations réelles. Les signalements anonymes font l'objet d'une enquête s'ils incluent des informations spécifiques et vérifiables. Des noms, des dates, des documents. Cela doit atteindre le seuil de menace crédible pour la sécurité nationale. Qu'est-ce qui constitue une menace crédible? L'adultère impliquant quelqu'un ayant accès à des informations classifiées. Particulièrement si le partenaire de la liaison a des connexions étrangères ou des opportunités de levier financier. Combien de temps dure l'enquête? Examen standard? 90 jours. Accéléré pour des préoccupations de sécurité active? 30 jours, parfois moins. J'ai remercié Derek et raccroché, puis j'ai passé 1 heure à rédiger une lettre qui déclencherait exactement le niveau approprié d'examen officiel. La liaison de Roger Mayberry avec Alison n'était pas qu'une trahison personnelle. C'était un risque pour la sécurité qui exigeait l'attention fédérale. La lettre contenait des données de géolocalisation GPS, des reçus d'hôtel obtenus par les contacts de Jezebel, et une corrélation chronologique entre l'emploi du temps professionnel de Roger et ses rencontres avec Alison. Tout était documenté, recoupé, présenté comme les rapports techniques que je rédigeais pour mes clients industriels. Derek avait raison 30 jours,
Peut-être moins. Entre-temps, Alison m'a fait remettre les papiers du divorce mardi matin, délivrés par un huissier qui est arrivé à 7h47 pendant que je me préparais pour le travail. Brian Banks? C'est moi. Vous êtes assigné. Les documents étaient minutieux, 53 pages de documentation juridique, demandant la dissolution du mariage, citant des différends irréconciliables, et sollicitant la garde partagée d'Amber, une répartition équitable des biens, et une pension alimentaire basée sur mes revenus supérieurs. Son avocat était compétent. La requête protégeait les intérêts d'Alison tout en évitant toute mention d'infidélité ou de motif de divorce fondé sur la faute. Nette, stratégique, conçue pour minimiser son exposition financière et son risque juridique. Elle avait planifié cela aussi méticuleusement que Roger avait orchestré leur liaison. J'ai contacté ma propre avocate, Patricia Williams, qui s'était occupée des aspects juridiques lors de la création de mon entreprise 8 ans auparavant. J'ai besoin d'un avocat spécialisé en divorce, lui ai-je dit. Quelqu'un qui comprend la protection d'actifs complexes et les affaires de garde d'enfants. À quel point est-ce complexe? Relations extra-conjugales, actifs dissimulés, problèmes potentiels d'habilitation de sécurité affectant l'autre partie. Et j'ai des preuves pour tout. Patricia m'a recommandé David Chen, un spécialiste du droit de la famille qui gérait des divorces à fort patrimoine depuis 20 ans. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi là dans son bureau du centre-ville, la table de conférence couverte de relevés financiers, déclarations fiscales et données de surveillance. Cette documentation est impressionnante, a déclaré Chen, examinant mes dossiers de preuves. Suivi GPS, vidéosurveillance, relevés téléphoniques. Avez-vous collecté tout cela légalement? Suivre mon propre véhicule et surveiller ma propre maison? Oui. La documentation hôtelière provient d'un enquêteur privé. Votre enquêteur privé a de bonnes sources. Je n'ai pas corrigé son hypothèse concernant le statut officiel de Jézabel. Certains détails étaient préférables à ne pas préciser. Quelle est notre stratégie pour la garde? Ai-je demandé. Avec ce niveau de documentation, nous pouvons démontrer que le comportement de votre épouse témoigne d'un jugement déficient concernant le bien-être émotionnel de votre fille. Pas criminel, mais pertinent pour la détermination de la garde. Et la protection des actifs? L'Ohio est un état de distribution équitable, mais la faute conjugale peut influencer la répartition des biens. Si nous pouvons prouver qu'elle a dépensé des biens matrimoniaux pour sa liaison chambre d'hôtel, cadeaux, voyages, nous pourrons demander un remboursement. Sean m'expliqua le calendrier de la procédure de divorce. 6 mois minimum, 12 mois si contesté. Les préférences d'Amber seraient prises en compte par le tribunal, étant donné son âge et son niveau de maturité. Elle souhaite vivre avec moi, dis-je. Ma fille documente les changements de comportement de sa mère depuis des semaines. Elle sait que quelque chose ne va pas. Les enfants le savent généralement. La question est de savoir si le juge acceptera ces observations comme preuve. Mercredi après-midi, l'enquête sur l'habilitation de sécurité de Roger débuta officiellement. Derek appela pour confirmer un signalement anonyme avait déclenché un examen approfondi des antécédents de Roger, de sa situation financière et de ses relations personnelles. L'équipe d'enquête interrogera ses voisins, collègues et membres de sa famille, expliqua Derek. C'est la procédure standard pour les allégations d'adultère impliquant l'accès à des informations classifiées. À quel point est-ce approfondi? Ils reconstitueront ses activités des 6 derniers mois. Relevés téléphoniques, schéma de déplacement, transactions financières, réservation d'hôtels. S'il a compromis la sécurité opérationnelle à travers des relations personnelles, ils le découvriront. Roger serait informé de l'enquête dans les 48 heures. Son employeur était tenu de le notifier immédiatement lorsque son statut d'habilitation passait d'actif à en cours d'examen. Ce soir-là, je m'assis avec Amber pendant qu'elle faisait ses devoirs, lui expliquant ce que signifiaient les papiers du divorce et comment fonctionnerait le processus de garde. « Je veux vivre avec toi, papa », dit-elle sans hésitation. Maman ment sur tout. J'ai documenté 17 occasions distinctes où ses activités déclarées ne correspondaient pas à son comportement réel. Dixet. Elle me montra à nouveau son carnet des pages d'observation supplémentaires que je n'avais pas vues auparavant. Amber avait mené une enquête plus approfondie que ce que Jézabel ou moi avions réalisé. Maman pense que je ne prête pas attention aux détails. Mais j'ai appris de toi que les données ne mentent pas.
Quel genre de détail? Elle achète des vêtements qu'elle ne porte pas à la maison. De nouveaux sous-vêtements raffinés, des parfums coûteux, des bijoux qu'elle ne met que lorsqu'elle sort. Et elle répète des conversations devant le miroir, je l'ai entendue s'exercer à ce qui ressemblait à des discours de rupture. Ma fille de 13 ans avait analysé la duplicité de sa mère avec la même approche méthodique que celle que j'utilisais pour les systèmes industriels. Elle avait identifié des tendances, rassemblé des preuves, tiré des conclusions basées sur des données observables. Amber, je suis désolé que tu aies dû découvrir tout cela par toi-même. Je n'étais pas seul. J'utilisais les méthodes de résolution de problèmes que tu m'as enseignées. Parfois les équations les plus importantes sont celles que les gens ne veulent pas que tu résolves. Jeudi matin, Alison a reçu ses propres documents juridiques, une notification l'informant que je contestais les termes du divorce et demandais la garde principale d'Amber sur la base de preuves documentées d'inconduite conjugale. Elle m'a appelé au travail, la voix tendue par une colère maîtrisée. Qu'est-ce que c'est que ça, Brian? Une réponse juridique à ta demande de divorce. Mon avocat a conseillé une divulgation complète des preuves pertinentes. Des preuves pertinentes de quoi? De ta relation avec Roger Mayberry. Reçu d'hôtel, données de géolocalisation GPS, corrélation chronologique avec tes activités déclarées. Tout est documenté et recevable devant le tribunal aux affaires familiales. Long silence. Je pouvais l'entendre respirer, calculer, essayer de déterminer l'étendue de mes connaissances. Tu m'as espionné. J'ai surveillé une activité inhabituelle dans ma propre maison et suivi mon propre véhicule. Les deux sont légaux selon la loi de l'Ohio. C'est de la folie, Brian. Tu ne peux rien prouver. Chambre 314 à l'hôtel Marriott. 17 visites documentées sur 6 semaines. Durée moyenne 2h27. Données GPS montrant la coordination entre ton véhicule et le camion de Roger. Vidéosurveillance de toi quittant notre maison habillée pour des occasions qui n'existaient pas. Nouveau silence, plus long cette fois. Que veux-tu? La garde principale d'Amber. Une répartition équitable des biens moins le remboursement des fonds conjugaux dépensés pour ta liaison. Une séparation nette avec un minimum de perturbations dans la vie de notre fille. Et si je refuse? Alors nous irons en procès, et je présenterai toutes les preuves en audience publique. Y compris l'enquête d'habilitation de sécurité qui examine actuellement les antécédents de Roger pour les risques liés à la sécurité nationale concernant ses relations personnelles. J'ai entendu quelque chose se briser dans sa voix, non pas de la tristesse, mais le son de quelqu'un réalisant que ses calculs stratégiques avaient été erronés depuis le début. Espèce de salaud, murmura-t-elle. Je suis ingénieur, Alison. Je résous les problèmes de manière systématique. C'est juste une autre équation. Elle a raccroché sans dire au revoir. Cet après-midi-là, Roger a appelé mon bureau. Carole l'a transféré sur ma ligne directe. Brian, il faut qu'on parle. À propos de quoi? Tu sais très bien. Cette histoire d'habilitation de sécurité. Ma carrière est en jeu. Roger, j'installe des capteurs de proximité pour des clients industriels. Je ne sais rien à propos des habilitations de sécurité. Arrête ton cinéma. Je sais que c'est toi qui as déclenché l'enquête. Prouve-le. Il resta silencieux, probablement en train de faire les mêmes calculs que moi depuis des semaines. Cause et effet, action et conséquence, la précision mathématique de la planification stratégique. Que veux-tu? Demanda-t-il finalement. Je veux que tu restes loin de ma famille. Définitivement. Et si je le fais? Alors peut-être que l'enquête conclura que le signalement anonyme était sans fondement. Peut-être que ton habilitation sera rétablie après un examen de routine. Peut-être que tu garderas ton emploi, ton mariage et ta vie confortable à Westerville. Tu me fais chanter. Je te propose une analyse coûts-avantages. Poursuivre cette liaison détruira ta carrière et ta famille. Y mettre fin pourrait sauver les deux. Roger raccrocha sans rien promettre. Mais je lui avais donné le même choix qu'à Alison de résoudre l'équation volontairement, ou laisser les mathématiques la résoudre d'elles-mêmes. Dans tous les cas, les capteurs de proximité avaient déjà détecté des mouvements dangereux. Le système d'évitement des collisions était maintenant actif. Il ne restait plus qu'à attendre que la boucle de rétroaction termine son cycle.
L'audience pour la garde eut lieu un jeudi matin d'octobre, 6 semaines après que je signifiais à Allison ma contre-requête. La juge Rebecca Morrison présidait une femme dans la cinquantaine qui traitait des affaires familiales depuis 20 ans et avait la réputation de prendre des décisions basées sur les preuves plutôt que sur l'émotion. Monsieur Banks, dit-elle, vous demandez la garde principale sur la base d'allégations concernant l'infidélité de votre épouse et son manque de discernement concernant le bien-être de votre fille. Quelles preuves avez-vous pour étayer ces affirmations? David Chen ouvrit le premier dossier de preuves. Votre honneur, nous disposons de données de géolocalisation montrant que Madame Banks s'est rendue 17 fois au Marriott Hotel sur High Street sur une période de 6 semaines, rencontrant chaque fois Roger Mayberry, un homme marié avec lequel elle entretenait une relation extra-conjugale. Il présenta la documentation chronologique. Reçu d'hôtel, données de suivi des véhicules, analyse de corrélation montrant les déplacements coordonnés entre la voiture d'Allison et le camion de Roger. Nous avons également le témoignage de la mineure, Amber Banks, 13 ans, qui a documenté le comportement trompeur de sa mère sur plusieurs mois. La juge Morrison examina le carnet d'Amber, lisant les pages d'observation minutieuses, de dates et d'analyse comportementale. C'est très détaillé, dit la juge. Est-ce que quelqu'un a guidé l'enfant dans la collecte de ces informations? Non, votre honneur, répondis-je. Ma fille possède une aptitude naturelle pour les mathématiques et la reconnaissance des schémas. Elle a commencé à documenter les incohérences entre les activités déclarées de sa mère et son comportement observé, car elle pressentait que quelque chose affectait la stabilité de notre famille. La juge demanda à s'entretenir avec Amber en privé dans son bureau. 20 minutes plus tard, elles revinrent. Amber est une jeune femme remarquablement mature et observatrice, déclara la juge Morrison. Elle comprend clairement la situation et a exprimé une forte préférence pour vivre avec son père. L'avocate d'Allison, Margaret Foster, tenta de faire valoir que mes activités de surveillance constituaient du harcèlement et une atteinte à la vie privée. Votre honneur, Monsieur Banks s'est livré à une surveillance extensive de son épouse, installant des caméras et des dispositifs de traçage à son insu et sans son consentement. Miss Banks, dit la juge, pouvez-vous expliquer ces activités de surveillance? Votre honneur, j'ai installé des équipements de sécurité dans ma propre demeure, et suivi des véhicules enregistrés à mon nom. Toutes ces activités ont été menées sur ma propriété ou en utilisant mes propres biens. Lorsque j'ai suspecté une utilisation inappropriée des biens matrimoniaux, j'ai documenté les dépenses et les activités pour protéger mes intérêts financiers et le bien-être de ma fille. David Chen présenta des preuves supplémentaires, des relevés de cartes de crédit montrant des frais pour des chambres d'hôtel, des repas pour 2 personnes, alors que Allison prétendait être seule, des achats vestimentaires qu'elle avait dissimulés à la famille. Mab Banks a dépensé plus de $8 000 en fonds conjugaux pour sa liaison, expliqua Chen. Des chambres d'hôtel, des cadeaux pour Monsieur Mayberry, des achats vestimentaires pour leur rencontre. Ces dépenses ont directement impacté la stabilité financière de la famille. La juge Morrison examina la documentation financière, recoupant les dates avec les données GPS et les observations comportementales d'Amber. Maître Foster, dit-elle à l'avocate d'Allison, comment répondez-vous à ces preuves? Votre honneur, les relations conjugales sont complexes. Madame Banks faisait face à une négligence émotionnelle due aux nombreux déplacements professionnels de son mari, et ne recevait pas l'attention dont elle avait besoin dans son mariage. Cela n'aborde pas la question de l'utilisation abusive des fonds ni du comportement trompeur affectant l'enfant mineur, répondit la juge. L'audience dura 4 heures. À la fin, la juge Morrison avait examiné les données GPS, la vidéosurveillance, les documents financiers et la documentation détaillée d'Amber sur les changements comportementaux de sa mère. Cette affaire présente des preuves manifestes d'inconduite conjugale ayant affecté les finances familiales et créé un environnement instable pour l'enfant mineur, conclut-elle. Miss Banks a fait preuve d'une parentalité responsable en protégeant sa fille d'un traumatisme émotionnel superflu tout en documentant les preuves pertinentes pour la procédure judiciaire. Elle m'accorda la garde principale d'Amber, Allison obtenant un droit de visite supervisé un week-end sur 2. Le partage des biens me favorisa en raison de l'usage inapproprié des actifs conjugaux par Allison, et il lui fut ordonné de rembourser à la famille l'argent dépensé pour sa liaison. À l'extérieur du tribunal, Allison me regarda avec ce qui semblait être un mélange de respect et d'animosité. « Vous avez orchestré cela à la perfection, dit-elle. J'ai résolu l'équation méthodiquement. »
La même approche que j'utilise pour tout problème d'ingénierie. Et Roger? Roger a perdu son habilitation de sécurité il y a 3 semaines. Son employeur l'a congédié hier. Il s'avère que les relations inappropriées impliquant des contractants gouvernementaux soulèvent des préoccupations de sécurité nationale nécessitant une action immédiate. Elle me fixa du regard, évaluant l'ampleur de ce que j'avais orchestré. Son épouse l'a quitté, poursuivis-je. Elle est partie avec les enfants et la moitié de ses biens. Il fait face à la faillite et au chômage, tout cela parce qu'il pensait pouvoir séduire mon épouse sans conséquence. Vous avez détruit sa vie. Non, Alison. Roger a détruit sa propre vie en faisant des choix aux conséquences prévisibles. J'ai simplement veillé à ce que ces conséquences surviennent selon le calendrier prévu. Le divorce fut prononcé 6 semaines plus tard. Alison déménagea chez sa mère dans le Kentucky, n'emportant que les biens personnels que le tribunal lui avait attribués. La maison, mon entreprise et la garde principale d'Amber me restèrent. Un samedi matin de décembre, j'étais dans mon atelier en train d'installer un nouveau système de sécurité lorsqu'Amber descendit avec 2 tasses de café. « Papa, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, ma puce. Penses-tu que toi et maman seriez restés mariés si elle n'avait pas été infidèle ?» Je réfléchis soigneusement à la question. La réponse honnête était complexe. Notre mariage périclitait depuis des années, maintenu par la routine et les responsabilités partagées plutôt que par une véritable connexion. Je ne sais pas, dis-je finalement. Mais je sais que la confiance est comme un détecteur de proximité. Une fois qu'il détecte un mouvement dangereux, on ne peut ignorer les signaux d'alarme. Regrettes-tu la façon dont tout s'est passé? Je regrette que tu aies dû vivre cela. Mais je ne regrette pas d'avoir protégé notre famille de dommages supplémentaires. Amber acquit ça, comprenant la nuance. À 14 ans, elle était déjà plus avisée que moi à 30 ans concernant les relations humaines. Papa? Maman a appelé hier. Elle veut que je lui rende visite pendant les vacances de printemps. Que lui as-tu dit? Que j'y réfléchirai. Mais franchement, je ne lui fais plus confiance. Les calculs ne correspondent pas, elle nous a menti pendant des mois, a dépensé notre argent pour un autre homme, et n'a cessé que lorsque tu as rendu la poursuite plus coûteuse que l'abandon. Ma fille avait appris la leçon la plus difficile concernant les équations humaines, certaines variables ne peuvent être calculées à l'avance, mais leurs effets peuvent être mesurés et gérés une fois identifiés. Les gens font des erreurs, Amber. Parfois ils méritent une seconde chance. Mais comment savoir quand faire confiance à quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il mentira si cela lui est profitable? C'était une bonne question. Le genre de question qui n'avait pas de solution mathématique nette. On utilise la même approche que pour tester l'équipement, dis-je. Petits incréments, conditions contrôlées, résultats mesurables. La confiance doit être reconstruite systématiquement, avec une vérification à chaque étape. Comme calibrer un capteur de proximité, exactement comme ça. Nous avons terminé l'installation du nouveau système de sécurité, testé tous les capteurs, vérifié que chaque point d'entrée était surveillé, et que chaque système d'alerte était fonctionnel. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Jézabel, j'ai vu les nouvelles concernant ton accord de divorce. Résultat impressionnant. Un café un de ces jours quand tu seras prêt à discuter de nouvelles équations? J'ai longuement regardé le message, réfléchissant aux capteurs de proximité et à la différence entre détecter un mouvement dangereux et reconnaître un changement positif. Certaines relations méritaient d'être protégées par des systèmes de surveillance. D'autres valaient la peine d'être explorées sans calcul prédéterminé. J'ai répondu, un café me semble bien. Mais cette fois, essayons de résoudre X, sans savoir ce que nous voulons comme réponse. Elle a répondu immédiatement, c'est le meilleur type d'équation. Celui où l'on découvre des variables dont on ignorait l'existence. J'étais assis dans mon salon, écoutant Amber jouer du piano à l'étage, entouré de capteurs de proximité qui m'alerteraient de tout mouvement dangereux dans notre maison. Mais pour la première fois depuis des mois, je ne m'inquiétais pas des menaces que je ne pouvais pas voir venir. Le système fonctionnait. Les signaux étaient clairs. Et parfois, la donnée la plus importante que l'on recueille est de savoir quand il est sûr d'éteindre les alarmes, et de recommencer à faire confiance à l'environnement qui nous entoure. Les mathématiques ne mentaient pas sur la trahison. Mais peut-être pourrait-elle aussi révéler la vérité sur les nouveaux commencements. X représentait désormais la possibilité.
Et c'était là une équation qui méritait d'être résolue.